Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est encore une fois un plaisir d'être ici, d'être à Montréal et d'être avec vous. Ce n'est pas la première fois que je viens, je crois que c'est la 19e ou la 20e fois que je suis à Montréal, et donc chaque fois c'est un vrai plaisir d'être là. Alors, je suis professeur à l'Université de Lorraine, je suis professeur d'ergonomie, et on m'a donné la noble tâche de terminer cette petite journée très intéressante avec un sujet que je ne connaissais pas encore il y a 15 jours. Donc on m'a dit, toi tu es intelligent, tu as bien des choses à dire, parle-nous de la découvrabilité. Alors la découvrabilité pour moi c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, et je vais sans doute avoir un exposé peut-être un petit peu décalé par rapport à ce qui a été dit précédemment. Tellement décalé que la première idée qui m'est venue, c'est effectivement de parler de Louis Pasteur. Alors vous voyez que là on est franchement décalé. Pourquoi ? Parce que j'ai une admiration pour un philosophe français qui s'appelle Bruno Latour. Et Bruno Latour a écrit un livre sur Pasteur. Vous connaissez peut-être ce livre. Et dans ce livre, finalement, qu'est-ce qu'il démontre ? Que Pasteur n'a pas, si on regarde bien le livre, n'a pas découvert le microbe. Pasteur l'a inventé. Et donc, ce que je voudrais voir dans cette conférence ici, c'est de voir la question de la relation qui peut exister entre la découverte, où effectivement il y avait quelque chose, et puis il est là, on arrive au bon endroit, et puis voilà. C'est-à-dire Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais Pasteur a inventé une notion, au point où, je vous le rappelle, son notion de microbe était tellement absurde, à l'époque, que l'Académie de médecine a voté que c'était faux. Ça n'existait pas. Il a fallu inventer, c'est-à-dire fabriquer socialement un concept scientifique et le diffuser. Et il a fallu faire une construction sociale suffisamment intelligente pour qu'elle soit à un moment donné ratifiée scientifiquement et qu'on comprenne qu'on avait effectivement inventé quelque chose qui donne du sens à, on va dire, la médecine actuelle et les changements qui ont eu lieu de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc je voudrais revenir sur justement cette question de découverte ou d'invention. Quelques petits points de départ, et ensuite je vais essayer de me connecter à ce que je sais à peu près, c'est-à-dire l'ergonomie. Et je vais parler de l'ergonomie et qu'est-ce que c'est qu'inventer en ergonomie. Alors, premier point, c'est effectivement, alors je vais mêler les deux mots, découverte et invention, et je vais commencer par dire que l'invention, ça n'existe en soi, ça n'existe pas. L'idée, ça n'existe pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ça n'existe pas ? Ça veut dire que l'idée n'existe pas avant que nous prenions conscience de ses possibilités de réalisation. C'est-à-dire qu'une idée, tant qu'elle ne se confronte pas à des éléments qu'on stimule ou qu'on simule mentalement, elle reste qu'une idée. Et à partir du moment où on commence à la mettre en scène, alors dans ce cas-là, elle devient une invention. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que l'invention n'échappe pas à l'analyse, même si elle fait surgir de rien des résultats imprévisibles. Il y a des tas de phénomènes qu'on découvre ou qu'on invente qui finalement sont produits parce qu'il y a des choses imprévisibles. La pénicilline, on le sait, il y a plein de choses comme ça. La troisième chose, c'est que l'invention doit aussi produire et interpréter des données et des connaissances humaines pour anticiper les besoins futurs et préparer le futur. C'est-à-dire que dans la découverte, dans l'invention, il y a quelque chose de relativement fabuleux, c'est que ça nous permet de nous projeter dans un monde qui n'existe pas encore, qu'on est en train d'inventer et dans lequel, d'une certaine manière, on a envie d'aller vivre. Quatrième chose que je veux vous dire, c'est que l'invention doit prendre une pleine place aujourd'hui dans nos sociétés. On est dans une société qui a été, ou qui est toujours, d'ailleurs, grandement impactée par la compétence. On veut des individus en compétence, des individus qui connaissent des choses, des individus qui savent utiliser des choses.
Et la part de la créativité, de l'invention, de la pensée future, de ce que je vais vous appeler tout à l'heure la cognition orientée future, reste encore, de mon point de vue, beaucoup trop modeste, et c'est pourquoi je vais bientôt vous parler d'ergonomie prospective. Dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que l'invention, elle est tout le temps socialement, historiquement située. C'est-à-dire que cette invention, elle se passe de manière réactive par rapport au milieu dans lequel on est, par rapport au milieu social, par rapport au milieu politique, par rapport au milieu économique, par rapport au milieu culturel. Elle n'est jamais désincarnée, elle est tout le temps constituée socialement. Alors, ces questions-là, voilà, m'ont amené, ou nous ont amené plutôt avec un collègue qui est Jean-Marc Robert, qui était ici prof à l'École polytechnique de Montréal, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, à poser une question à peu près complètement absurde. C'est comment pourrions-nous découvrir ou inventer des situations qui n'existent pas encore, que vivront des utilisateurs que nous ne connaissons pas encore et qui utiliseront des technologies qui ne sont pas encore conçues. Je vous laisse 3 heures. Vous avez droit à ChatGPT. C'est un problème incroyable. Enfin, voilà, il faut avoir beaucoup bu de bière, où il y a Vincent, pour se poser des questions comme ça. Hein. Alors, on a trouvé des réponses. On a fait plein de symposiums, une dizaine, dans différents congrès internationaux avec plusieurs chercheurs. On a fait des bouquins. D'ailleurs, si vous pouviez acheter le dictionnaire d'ergonomie, là, ça m'arrangerait. 150 notions. Si possible, en 10 exemplaires chacun. Et on a coordonné 3 numéros spéciaux de revues sérieuses, pour le coup vraiment scientifiques, 2 numéros du travail humain et un numéro de la revue Ergonomics. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est à peu près sérieux. Il y a des gens qui ont cru que nos problèmes étaient relativement intéressants, en tous les cas suffisamment pour avoir envie de travailler avec nous, travailler avec d'autres, travailler tout seul aussi pour certains, et en tous les cas arriver à un certain nombre de publications. Alors, ça nous a amené à définir... Alors en fait, je pourrais m'arrêter là, si vous voulez, vous allez tout lire, comme ça c'est fini, la journée peut rentrer chez vous, ou bien je vais essayer de vous donner quelques éléments pour vous donner l'envie d'aller plus loin. Alors, ça nous a donné d'abord une voie qu'on a voulu tracer, qui est... alors, Jean-Marc Robert et moi-même, on est tous les deux profs d'ergonomie, et on a tous les deux été formés classiquement et conventionnellement à l'ergonomie, avec finalement 2 approches. Il y a une approche qui est une ergonomie où on corrige les dispositifs, c'est-à-dire qu'on évalue un système avec plein de techniques. Ici, aujourd'hui, plein de techniques ont été présentées, du NFIRS jusqu'aux interviews, etc. Et puis, donc on évalue et on corrige. Donc ça s'appelle l'ergonomie de correction. Puis il y a une ergonomie de conception, une ergonomie de prévention, c'est-à-dire qu'on prévoit à l'avance un petit peu ce qui va se faire, ce qu'il faudrait faire. Donc on donne des recommandations pour la conception. Beaucoup d'entre vous, ici dans la salle, savent ce que c'est. Je pense qu'il y a un public qui est très connaisseur de tout ça. Et on s'est dit qu'il y avait une 3e voie pour l'ergonomie. Ce n'est pas seulement une ergonomie de correction, pas seulement une ergonomie de conception, mais aussi une ergonomie de prospection. C'est-à-dire une ergonomie qui essaye de penser le futur. Alors on a essayé de définir ça, et on a donné cette définition. J'essaie de la lire parce que je ne m'en souviens plus. Elle peut se définir comme étant une modalité d'intervention ergonomique qui consiste à anticiper les futurs besoins, usages, comportements, ou à construire les futurs besoins. Alors construire, vous voyez ce que j'ai dit sur Pasteur, c'est inventer, construire quelque chose. Là, je ne sais plus, construire les futurs besoins en vue de créer des procédés, des produits ou des services qui leur sont bien adaptés. Donc c'est une ergonomie qui prospecte sur de nouvelles formes d'organisation de vie, considérant que l'aspect humain doit y occuper une place centrale. Alors, voilà où on en était. Voilà ce qu'on a essayé de dire, en fin de compte, c'est qu'il y a 3 modalités d'intervention en ergonomie. Une modalité corrective, un problème dans une usine, le poste de travail n'est plus adapté, la personne a changé, il y a une population handicapée, il y a voilà, il y a eu des changements, il est nécessaire de corriger, il y a des maladies professionnelles, il est nécessaire de corriger. Il y a une 2e ergonomie, on essaie de prévenir, donc on conçoit l'ergonome, il intervient, mais sur un projet où il n'est pas seul, il intervient avec des automaticiens, des architectes, des informaticiens, des gens en design, etc., etc.
Et là, on est sur l'ergonomie du design, l'ergonomie de conception, et puis ça, on l'avait bien avec Montmolin depuis 1967. Et en 2009, on a essayé de dire qu'il y a aussi une ergonomie du futur qui existe, et il faut la développer parce qu'on a des besoins d'innovation qui sont extrêmement rapides dans beaucoup d'entreprises, et puis il y a des demandes sociales qui apparaissent. Et qu'est-ce que l'ergonomie fait ça? Quelle méthode on peut mettre en face? Quelle technique, quel instrument on peut avoir? Alors ça nous a amené à distinguer ces trois types d'ergonomie, vraiment pour arriver à les classer sur un certain nombre de points. Je ne vais peut-être pas reprendre tous les points, mais si vous m'offrez une bière ou un verre de vin, je le ferai. Et pour vous montrer qu'il y a vraiment ces trois choses qui existent. Une ergonomie qui est plutôt une ergonomie des objets passés, une ergonomie des objets présents, puis une ergonomie des objets futurs, si vous voulez. Voilà. Des objets futurs. Ça implique de penser le futur. Alors cette ergonomie des objets du futur, c'est compliqué, quoi. Mais est-ce qu'il y a 15 jours, vous saviez que vous seriez là aujourd'hui? Normalement, oui. Pourquoi? Parce que dans votre tête, vous avez une mémoire prospective. Cette mémoire prospective, visiblement, elle fonctionne. La mémoire prospective, c'est la mémoire du futur. La mémoire prospective, c'est la mémoire qui nous permet d'enregistrer des éléments présents pour les activer le moment venu dans le futur. Cette mémoire prospective, elle fonctionne chez les humains, puis dans certains cas, elle ne fonctionne plus. Les malades atteints d'Alzheimer n'ont plus la mémoire prospective. Donc on a commencé en psychologie, parce que mon background est en psychologie, je suis d'abord prof de psycho, à comprendre, surtout parce que les cliniciens nous ont alertés là-dessus, puis les gens qui font de l'IRM. Quand les gens ont fait de l'IRM et qu'ils ont demandé à des gens de penser au passé, ils ont enregistré telles activations. Puis on disait aux gens, maintenant vous allez penser au futur. Ils ont enregistré telles activations. Puis ils se sont dit, tiens, c'est les mêmes circuits qui fonctionnent. Ces circuits, ils activent quoi? Deux choses principalement. D'une part, je vais trop vite là. D'une part, ils activent des choses qui sont relatives à des connaissances biographiques, autobiographiques, qui dépendent de la personne, et d'autre part, des connaissances qui vont dépendre de données générales. Je vais revenir là-dessus. Alors, au début du futur, au début de la pensée future, la manière dont on pense le futur, alors j'ai quand même une remarque à faire. Excusez-moi, je fais une petite incise là. Je vous l'ai dit, ma formation initiale est en psychologie. La psychologie, il y en a d'autres dans la salle, je le sais. La psychologie a surtout étudié l'influence des événements passés sur nos comportements. Jusque dans les années 2000, le focus est là-dessus. C'est-à-dire qu'on se centre sur la manière dont on a appris nos relations avec nos parents, dont on a appris à l'école, dont on a aimé ou détesté telle ou telle chose, pour expliquer notre comportement présent. Il n'y a qu'à partir des années 2000 que la psychologie commence à s'intéresser à la manière dont on pense le futur comme étant quelque chose de déterminant sur notre comportement. Donc c'est des choses relativement récentes. Et c'est ce qu'on a appelé en anglais le future thinking, ou en français la cognition orientée futur. Alors pour penser le futur, il faut d'abord en avoir une histoire. Une histoire du futur, c'est toujours une narration. Je vais prendre cet exemple parce que peut-être c'est juste pour vous focaliser, le film est connu, en plus il est avant la pandémie, il raconte des histoires de zombies mutants qui transforment, il y a des virus, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est l'auteur du scénario. L'auteur du scénario c'est Max Brooks. Max Brooks c'est le fils de Mel Brooks, les anciens savent de qui je parle, les autres vous regarderez sur Wikipédia. Et Max Brooks est à la fois écrivain, auteur de science-fiction, et il est aussi pigiste pour l'armée américaine pour raconter des histoires sur des scénarios de guerre. C'est-à-dire qu'on demande aujourd'hui à des écrivains un peu farfelus, brillants, de nous raconter des scénarios avec des armes qui n'existent pas pour détruire des nations qu'on n'a pas encore, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui déjà des préoccupations dans le registre de l'industrie, ici militaire, pour penser le futur.
Et on utilise ce savoir-là pour concevoir des scénarios, des utilisateurs, des victimes potentielles, etc., etc. Donc penser le futur, c'est toujours d'abord une histoire. Et c'est par là que ça commence. Alors cette cognition orientée futur, le concept va se développer. Et il se développe, première définition 2001, elle n'est pas de moi, donc ce n'est pas la meilleure, donc je passe à la deuxième, elle est de moi. Comme ça, c'est fait. On est là pour se faire plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est? Puis vous avez l'article, voilà, comme ça tout sera dit. Alors, bon, la première, quand même, la cognition orientée future, c'est quoi? C'est la simulation mentale d'événements ou de circonstances futures dans lesquelles on pourrait être personnellement impliqué. En 2021, on a dit, on a un peu précisé, c'est la capacité. Donc c'est vraiment une capacité au sens psychologique du terme. C'est une capacité qui permet la simulation mentale et ou la pré-expérience d'événements futurs de nature personnelle, générale ou hybride. Alors cette pensée future, elle a quelques caractéristiques structurantes. Je voudrais vous en partager 4, mais il me reste 14 minutes 03 secondes, donc je n'y arriverai pas. Donc je vais premièrement dire qu'il y a 4 principes, 5 contraintes, 6 accélérateurs, 7 recommandations. Premièrement, les principes, les auteurs précédents ici en ont parlé. Vous avez tous dit qu'il faut commencer par l'humain. Vous avez tous dit qu'il faut parler de l'expérience vécue. D'abord, il faut faire du design d'expérience. Il faut commencer par là. Si vous voulez penser le futur, centrez-vous sur l'humain. Deuxième chose, ça a été dit, il faut voir les besoins et les besoins, leur manière d'évoluer. Un besoin futur est un besoin qui est instable. Toujours, il y a une dynamique de besoin. Le besoin change, le besoin se transforme. Essayez pas seulement d'identifier les besoins des utilisateurs, pensez comment ces besoins vont disparaître pour se transformer en d'autres. C'est ça qui est déterminant si vous voulez penser le futur. Ce n'est pas satisfaire les besoins actuels, c'est comment ces besoins actuels vont disparaître pour se transformer en d'autres. La troisième chose, c'est étudier les erreurs, les pannes et les dysfonctionnements. Plein d'exposés l'ont montré. Là, il y a une richesse de faire des tests utilisateurs pour démontrer à quel point les utilisateurs nous donnent des données créatives. La panne a un pouvoir créatif, le dysfonctionnement a un pouvoir créatif. Il faut regarder ça. La quatrième chose, c'est les impacts sociaux. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut distinguer les impacts primaires des impacts secondaires. Les impacts primaires, on arrive très bien à les imaginer. Sur l'intelligence artificielle, je pense qu'on n'en est que là. Les impacts, par contre, secondaires, on ne les maîtrise pas encore, on ne les voit pas encore. En tous les cas, très peu de gens sont capables de dire voilà ce qui va exactement se passer. Deuxième chose. La deuxième chose est très importante parce que je vais essayer de vous décrire les obstacles à la cognition orientée future. Cette cognition qu'on a tous dans notre petite tête. Comment pouvons-nous l'activer? Comment pouvons-nous la développer? Comment elle fonctionne? Quelles sont ses contraintes? Quelles sont ses difficultés? 5 choses. Première chose, la cognition orientée future, elle s'active selon la temporalité. Il y a 15 jours, vous étiez capable exactement de dire que vous seriez ici à je ne sais pas quelle heure, 16h30. Pourquoi? Parce que la temporalité vous permettait de décrire l'événement. Vous étiez dans une temporalité courte. Savez-vous ce que vous allez manger en 2524? Enfin, vous, les humains. Incapables. On est incapables de dire. On ne sait pas. Donc la temporalité devient quelque chose d'extrêmement important. Aider les gens à se projeter par différentes techniques dans le futur va dépendre de la temporalité dans laquelle on les met. Si je vous dis fermez les yeux, imaginez-vous en 2030, c'est pas très loin, vous descendez chez vous, quels sont les véhicules que vous allez voir? Comment vous pouvez imaginer la mobilité du futur? Si je développe des techniques d'amorçage, les bons tours de parole, je vais arriver à vous faire décrire un certain nombre de choses. La temporalité, premier élément qui compte. Deuxième élément, fondamental, la capacité de narration. Je vous l'ai dit, penser le futur, c'est activer des systèmes de mémoire du passé, de mémoire dite prospective. Donc la mémoire du futur, la mémoire prospective. Alors cette mémoire prospective, elle marche d'autant mieux que, ça on le sait, les capacités narratives sont importantes. Arrêtez de donner des smartphones aux enfants, donnez-leur des livres, racontez-leur des histoires. Il faut que l'enfant apprenne des histoires, il faut que l'enfant découvre les choses de point de vue narratif. La pensée, la structure, la capacité narrative, on sait aujourd'hui que ça a une meilleure
capacité à projeter les gens dans le futur. De la même manière, si vous devez travailler avec des utilisateurs sur des objets qui n'existent pas encore, si vous avez quelqu'un, essayez de regarder ses capacités narratives. Vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'avoir des entretiens qui ne vous servent pas à grand-chose. Troisième chose extrêmement importante, c'est les biais cognitifs. Ici, il y a 3 biais qui agissent sur la capacité à se projeter dans le futur. Le premier biais, c'est l'inertie psychologique. On ne peut pas commencer un entretien ou un recueil de données, quel qu'il soit, en mettant directement les gens dans « bon, ben, raconte-moi le futur ». Ça ne marche pas. C'est impossible. Il faut... je travaille avec des chirurgiens cardiaques. J'avais fait une conférence ici il y a 3 ans, je crois. Et ça ne marche pas. Mec, il ne va pas. Il faut amorcer la chose. Parlez-moi de vos besoins actuels. C'est quoi? Comment ils pourraient évoluer? Qu'est-ce que ça pourrait être, ces besoins-là, demain? Comment ces besoins vont disparaître? À votre avis, qu'est-ce qui arriverait en rupture pour faire disparaître ce geste opératoire? Etc., etc. Donc ici, on est dans des logiques où l'inertie psychologique va compter. Deuxième biais, les biais de recul. Quand un individu, on sait quelle mémoire on active la mémoire, je vous l'ai dit, individuelle, autobiographique de l'individu, c'est des mémoires biographiques. Donc premièrement, quand un individu va commencer à parler du futur, il va parler de son histoire à lui dans le futur. Il faut l'aider à prendre du recul, il faut l'aider à voir les choses avec hauteur. C'est encore une fois les techniques dans l'entretien qui vont permettre de ça. Troisième chose extrêmement importante, l'optimisme réaliste. Si vous pensez chaque fois au futur, vous y pensez de façon positive. Le futur, c'est quelque chose qu'on aime. C'est forcément mieux qu'aujourd'hui. Demain, c'est toujours mieux. Mais ce n'est pas vrai, ça. Demain, ça peut être bien pire. Donc, il faut commencer par des reformulations de nature positive pour amener les gens à critiquer ce qu'ils viennent de dire. Pourquoi? Parce qu'on connaît ce biais de positivisme. Quatrième chose qui est extrêmement importante, ce qu'on sait encore une fois sur la pensée future, c'est qu'il y a 2 capacités qui lui sont afférentes. Première capacité, c'est ce qu'on appelle en psychologie l'auto-amélioration. On sait très bien que les gens qui ont une capacité à auto-améliorer en permanence leur situation, eh ben, ils ont aussi cette meilleure capacité à se projeter dans le futur. Autrement dit, un individu qui essaye de changer sa situation, d'améliorer les choses, de dire « maintenant je ne vais pas m'organiser comme ça, je vais faire comme ça, c'est mieux. J'ai essayé, ça ne marche pas, je fais autrement, etc. etc. » ont effectivement aussi une meilleure capacité à se projeter dans le futur. Autre capacité cognitive qui compte beaucoup, l'autotranscendance. L'autotranscendance, c'est quoi? C'est la capacité à se mettre à la place d'autrui pour améliorer la situation d'autrui. Je pense que les designers ont souvent cette capacité, peut-être pas tous, mais en grande partie. C'est-à-dire qu'on a la volonté de se mettre à la place de quelqu'un, de comprendre sa situation, un peu de rentrer dans sa tête. Ça implique de l'empathie, mais pas que, au-delà, ça va au-delà de l'empathie, pour se dire voilà comment on pourrait améliorer les choses pour la personne elle-même. Dernière chose sur les facteurs de personnalité et de situation qui agissent sur la pensée future. Là, il y en a 2. La pensée divergente, alors c'est connu depuis les travaux de Guilford des années 60-70. Ça, on le sait, je ne vais peut-être pas épiloguer là-dessus. Et puis, deuxième chose qui compte énormément, c'est effectivement la dépression. Mais la dépression, c'en est un des traits. Donc, ce n'est pas un facteur de personnalité ici, c'est un facteur de personnalité et de situation. La personnalité, la dépression, ça implique de ne plus voir précisément le futur. Le futur devient un tunnel extrêmement sombre. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens en situation de dépression ne soient pas capables de décoller au ras des pâquerettes et restent finalement, ne sont pas capables de se projeter dans le futur. Voilà. Alors, quelles aides on peut fournir par rapport à ça? Quelles aides on peut fournir à l'ergonomie, en particulier à l'ergonomie prospective, pour appréhender au mieux la cognition orientée future? Il y a 6 aides qu'on a formulées sous la forme de 6A ou la règle des 6A. Premièrement, toujours démarrer des projets qui visent à définir des produits futurs qui n'existent pas encore, avec la prospective. On lit les données prospectives, on récolte les données prospectives, on mesure les données prospectives, on veut savoir combien de dépôts de brevets dans ce domaine-là, quelles sont les populations qui utilisent, quelles sont les courbes démographiques qui utilisent. On veut une étude prospective. Première chose, l'ergonomie
n'utilisent pas assez les données prospectives. Il faut le faire et le faire plus. Deuxième chose, il faut analyser des situations d'usage similaires, proches ou transférables. Exemple, j'ai encadré il y a 2 ans, 3 ans, une thèse sur l'hydrogène comme énergie. Il n'y a pas au domicile, il n'y a pas de cas. En France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, sauf 2. Un gîte qui est à 3000 mètres dans le massif du Mont Blanc, qui fonctionne à l'hydrogène. Eh ben, j'ai dit à mon étudiant, tu prends ton sac à dos, et c'est le moment d'aller te balader avec les outils de mesure, il faut aller voir ça. Et il y a été. Il faut étudier des situations, des fois, qui sont des signaux faibles. C'est une des caractéristiques, on va étudier des signaux faibles. Et plus les sondages, plus les données générales, des signaux faibles, il faut les trouver. Je pourrais continuer là-dessus, mais il faut étudier ces situations d'usage qui sont souvent du transfert vers d'autres domaines. Troisième chose, c'est qu'il faut activer les représentations du futur. Donc, il faut utiliser les techniques dont je viens de parler là, sur la cognition orientée future pour potentialiser tout ça et arriver à récolter des données pour innover. Quatrième chose, il faut amplifier et stimuler. Un collègue de Liège parle d'hypercréativité. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens dans des situations où on va réutiliser les données qui ont déjà été dites pour restimuler leur créativité. Encore une fois, il existe quelques techniques participatives, les rencontres improbables, enfin bref, il y a plein de techniques qui se mettent au point aujourd'hui par rapport à ça. Enfin, il faut arriver à anticiper. Anticiper, ça veut dire décrire des scénarios prospectifs, des utilisateurs prospectifs, des usages prospectifs. Parfois, on va jusqu'à la maquette, où on va jusqu'à la réalité virtuelle pour faire immerger et créer de nouveau des réactions par rapport à un certain nombre de choses. Et enfin, on essaye d'aider à prendre des décisions. Mais aider à prendre des décisions, c'est des problèmes d'HEC, ce n'est pas les problèmes de l'ergonomie, c'est les problèmes du business. Prendre une décision, c'est à un moment dire, sur telle idée, on va aller plus loin, on va concevoir, on va mettre 100 000 $. Voilà, mais ça, c'est plus de l'ergonomie, c'est du business. Voilà, alors, il me reste 3 minutes, si j'ai bien regardé. Je voudrais finir par les 7 recommandations. Les 7 recommandations, c'est des recommandations de conduite de projet ou de conduite d'entretien ou de conduite de collecte de données ou d'analyse de données. La première chose, c'est qu'il faut soutenir la récupération des expériences passées. La pensée future s'organise toujours sur la base des mémoires antérieures. Donc, il faut activer les mémoires des expériences passées pour faire en sorte que les individus soient amenés à penser le futur. La deuxième chose, c'est qu'il faut commencer toujours par vous appuyer sur les relations détail-généralité. Les individus vont chaque fois parler des points de détail. Chaque fois, il va falloir les décentrer pour amener à la généralité. Comment ce qu'il vient de nous dire, c'est généralisable. La troisième chose, c'est qu'il faut viser une représentation détaillée de l'avenir. Des représentations générales, ça ne sert à rien. J'ai fait un cours avant-hier à Polytechnique et on a travaillé sur un sujet. J'ai commencé par montrer la réponse de ChatGPT. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire ça invente ce qu'on sait déjà. Voilà. La quatrième, on cherche des objets disruptifs, là. La quatrième chose, c'est amener les individus à s'amener à imaginer dans l'événement futur. C'est-à-dire qu'ici, il faut arriver à se penser dans l'événement soi-même. Comment je vais le vivre? Il y a quelque chose qui relève de l'incarnation de cet environnement-là, de ce que vous allez vivre, de cet objet futur. Comment vous allez le faire? Enfin, il faut arriver à activer des connaissances autobiographiques et spécifiques. Comment l'individu va se raccrocher à ça? Quelles vont être ses motivations, ses émotions? Diminuer la distance temporelle, et on va jouer là-dessus. Et enfin, il faut prioriser la relation entre les événements positifs et les événements critiques. Positif, pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a un biais de positivité. Les individus, quand ils parlent du futur, ils en parlent toujours comme étant un événement heureux. Or, il faut également tenir compte que les événements peuvent être malheureux, peuvent être autrement. Il faut développer la critique. Qu'est-ce qui ferait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui va faire que ce projet-là ne pourra jamais aboutir? Qu'est-ce qui ferait que vous seriez perdu en utilisant ça? Qu'est-ce qui fait que, etc., etc. Comment ça fait que ça ne marche pas? Voilà, en guise de conclusion. J'ai travaillé avec des entreprises, mais la liste n'est pas complète d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi Renault et d'autres. Là-dedans, tout ça pour vous dire, c'est que je vous encourage à développer l'ergonomie prospective. Je ne sais pas si je suis un bon vendeur, mais en tous les cas, j'essaie de vous intéresser par rapport à ça. Deuxième chose,
dans mon modeste pays qui est la France et dans ma modeste département qui est la Moselle, j'ai fait plusieurs conférences que vous trouverez en ligne sur YouTube, mais qui sont destinées à des dirigeants d'entreprise. Donc c'est assez simple, on va dire. Et je voudrais finir par une phrase de Norman. Il me reste, voilà, 3, 2, 1, 0. C'est fini. Merci. Quand même, Norman nous a tracé une voie en 2010. On a fait tout ce qu'il a dit. Enfin, regardez, hein, le courant des facteurs humains, de l'ingénierie cognitive, du human interaction, l'ergonomie cognitive, etc., a fait d'énormes avancées. Mais chaque fois, on est pompier. Chaque fois, on est là comme étant des pompiers. Il faut inverser le sens. Hein. Maintenant, il faut passer dans la création. Il faut passer dans l'invention. Voilà. Merci Eric. Merci Eric pour cette très belle présentation. Merci.